L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission de décryptage de l'actualité internationale, Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, nous irons tour à tour au Burundi. Nous allons parler de la guerre Hamas-Israël. Nous allons faire une escale du côté de l'Union européenne. L'Équateur, ce sera notre 4e escale de cet après-midi. Et si le temps le permet, bien sûr, nous allons clôturer par la Birmanie. Pour en parler cet après-midi, je reçois pour vous 2 consultants. Il s'agit de Charlone Chenyonwu, voilà. Chenyonwu, voilà, hein, je vais y arriver. Elle est consultante géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir, Hamzat. Bonsoir, Tatiana. Ça fait un moment. Heureuse année à vos téléspectateurs et à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, la première escale de cet après-midi, comme je l'ai dit, nous conduit tout droit du côté de la Corne de l'Afrique. Nous allons au Burundi. Bujumbura qui a décidé de fermer ses frontières terrestres avec Kigali pour une durée indéterminée. Toutes les frontières terrestres entre Bujumbura et Kigali fermées. Hamzat. Oui, c'est la conséquence, je vais dire, de la politique de Paul Kagame qui était plus une politique tentaculaire qui arme justement des bras invisibles pour des fins, je vais dire, économiques. Et je crois qu'avec la RDC, où le ton est monté ces derniers mois, où on a un président, Félix Tshisekedi, qui ouvertement affirme que c'est bien le Rwanda qui arme cette main invisible dans l'est du Congo, le M24 notamment. Le M23. Le M23, pardon. Comme nous sommes en 2024. Exactement, une avance sur le temps. Donc, c'est une façon aussi de dire que la RDC a marqué le pas. Ensuite, le Burundi n'a fait que suivre en réalité. Parce que dernièrement, les relations entre Bujumbura et la RDC se sont améliorées. Donc, si vous suivez le discours de Félix Tshisekedi, vous allez comprendre donc que quelque chose se trame. Et dans cette tractation qui a commencé depuis plusieurs mois, on sent que le Burundi bascule beaucoup plus maintenant du côté de la RDC. Et malgré que les relations s'étaient un temps soit peu apaisées entre Kigali et son voisin burundais, on constate que la réalité n'a fait que rattraper Kigali dans la mesure où le frère jumeau, je vais dire, burundais, aujourd'hui retourne complètement sa veste avec des conséquences qui pourraient être fâcheuses pour l'avenir. Mais j'ose croire que le pouvoir rwandais va comprendre la mesure de l'urgence et prendre des mesures pour régler le problème, même si je doute par rapport à la finalité de ces solutions. Alors justement, je me retourne un peu vers vous, Charlone. Lorsque le Burundi décide de pointer un doigt accusateur vers son voisin rwandais,
il ne nous a pas présenté des preuves, contrairement à ce qu'a fait la RDC. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en prenant cette position-là, cette posture-là, est-ce que le Burundi ne risque pas de se retrouver aujourd'hui dans le même registre que la RDC, c'est-à-dire le Rwanda qui va regarder le Burundi en chien de faïence? Alors, par rapport à cette question, il faudrait noter que dans le cas d'espèce, heureusement ou malheureusement pour certains ou pour d'autres, le Rwanda n'est pas directement impliqué dans ce qui s'est passé. Car ce qui s'est passé au nord du Kivu, entre l'armée burundaise et le M23, on remarque effectivement que le Rwanda a effectivement une main dans ce qui s'est passé. Donc, et il faut remarquer qu'à l'interne du pays, des opposants ont levé le ton et ont expliqué que c'est plutôt une faillite de l'armée burundaise. Et au lieu donc que les représentants du pays, notamment le président et son gouvernement, ils œuvrent justement pour effectivement rehausser le niveau de l'armée burundaise et trouver de réelles solutions au niveau sécuritaire, qu'ils pointent facilement du doigt le Rwanda justement qui, pour cette fois-ci, n'a pas vraiment une mainmise dans ce qui s'est passé. Donc, et il le rappelle également qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que ça, notamment la pauvreté grandissante au Burundi, la flambée des prix. Donc, je pense que cela est vraiment important et il faudra tenir compte au lieu de directement chercher pour des rapports de force justement, chercher à trouver un terrain d'entente parce que ces pays-là sont tous limitrophes et il faudrait mieux une coopération, même si on ne pourrait pas trouver toujours des intérêts communs, il faut quand même trouver un terrain d'entente pour finaliser, pour régler ce problème. Alors, nous savons tous le degré de nuisance de Kigali. Est-ce que le Burundi pourra tenir? Est-ce que le Burundi a la politique de ses moyens? Alors déjà, permettez-moi de revenir sur les propos de ma consoeur. Elle marche sur des plates-bandes avec beaucoup de prudence d'ailleurs par rapport au Rwanda. Mais on sait tous que quand l'histoire se répète une fois, on peut dire ça peut être dû au hasard. Mais quand l'histoire se répète deux fois, alors on doit aller chercher ailleurs les causes. Et ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on ne peut plus dédouaner le régime de Kigali par rapport à plusieurs exactions qui ont lieu post-génocide, qui ont lieu surtout dans les années 2000, qui sont liées plus ou moins directement au régime, d'une façon, je vais dire, qui revient sous forme d'un soutien économique, parfois sous une autre forme de soutien militaire ou armé logistique aussi, voire même un soutien lié aux ressources humaines. Donc, on ne pourra plus dédouaner Kigali. Ça, c'est une certitude. La question est de savoir, est-ce que Kigali est véritablement prêt pour faire le bond en avant, c'est-à-dire tendre la main à ses voisins, mais pas une main qui cache un couteau ou une hache. Donc, il s'agit beaucoup plus de ça aujourd'hui. Et on en est loin, vu la réaction du président burundais, vu la réaction de la capitale Gitega du Burundi, on peut comprendre que Kigali n'est pas du tout prêt pour faire ce pas qui pourrait mener à une solution. La deuxième chose, c'est que au vu de ce qui se passe dans la sous-région, qui est sous tension, surtout avec la réélection du président Félix Tshisekedi, qui a eu le temps de renouer certains partenariats dans la sous-région et même à l'extérieur pour contrer de façon efficace ces forces obscures dans l'Est. Donc, je trouve que c'est surtout une façon de montrer un visage ferme et rigide contre le président rwandais pour lui dire allez, il est temps de vous montrer qu'on a aussi de la force et qu'on peut appliquer de la force à la force pour sortir d'une solution, pour sortir d'un problème, j'allais dire, qui perdure depuis plusieurs décennies. Et là, c'est un peu le contexte que rejoint aujourd'hui le Burundi, c'est-à-dire rompre. Vous voulez dire que le Burundi en a marre quand même, hein? Absolument. Et en avoir marre, c'est le premier pas qui matérialise cette
cette décision ou ce sentiment, C'est la fermeture, c'est la fermeture des frontières. Et on ira progressivement vers un durcissement de temps. Pour l'instant, Kigali ne réagit pas, en tout cas officiellement, il n'y a pas de réaction. Histoire de ne Mais peut-être que ça se fait officieusement, hein? On ne veut pas mettre le feu aux poudres. On peut comprendre cette absence de réaction. Mais moi, je suis vraiment dubitatif par rapport à la sortie de solutions pacifiques. Pendant des mois, pendant des années, à l'instar de la RDC, la solution, la voie pacifique a été explorée, sinon privilégiée. Mais il n'y a pas eu un retour positif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de non-retour, en réalité. Un dialogue de sourds, vous voulez dire? Non, beaucoup plus une rupture complète qui fait en sorte que les portes et les fenêtres sont fermées. Et on pourrait peut-être aller vers un isolement progressif du Rwanda, de ces pays sous-régionaux. Charlone, est-ce que ce n'est pas les accords militaires signés entre le Burundi et la RDC un peu qui font en sorte qu'aujourd'hui, le Burundi se dit, bah tiens, dans la sous-région, étant donné que j'ai déjà un allié, je peux me permettre certains privilèges? En effet, d'une part, les accords signés entre le Rwanda et le Burundi peuvent effectivement aider le Rwanda ou faciliter au Rwanda de prendre de telles positions. De prendre de telles positions par rapport au Rwanda. Sauf qu'il faut quand même rappeler que chaque État doit faire ou prendre des positions en fonction de ce qu'il faudra effectivement riposter derrière. Donc, il ne suffirait pas seulement d'avoir des alliances militaires, notamment avec la RDC, uniquement sachant bien que même si le Rwanda n'a pas une grande superficie, elle est quand même assez intéressante au niveau militaire. Donc, pourra forcément participer à assurer la sécurité au sein de cette partie-là de l'Afrique. Donc, on pourrait comprendre d'une part la position du Burundi de vouloir fermer ses frontières avec le Rwanda. Toutefois, on ne pourrait pas mettre de côté, comme disait tout à l'heure, la partie pacifique des relations entre les États. Là, il faudrait vraiment que la négociation sera toujours de mise. Elle ne pourra jamais être totalement abandonnée. Donc, on pourrait donc comprendre facilement que oui, c'est bien de prendre ce genre de position, mais il faut également prendre en compte effectivement ce que veulent les États et ce que veut plutôt la population. Et je voudrais rappeler quand même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'interne, il y a vraiment de réels problèmes. Donc, ce n'est pas forcément prendre des positions État à État qui est vraiment important, mais plutôt tenir compte de la population, tenir compte des besoins pour arriver à un terrain d'entente. Alors justement, pour arriver à un terrain d'entente, Hamzat, vous qui êtes expert en relations internationales, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas un peu compte qu'au niveau de la région des Grands Lacs, le Rwanda, c'est quand même celui-là, l'enfant terrible, celui-là qui cherche des poux à tout le monde, même si ce n'est pas officiellement. Alors avec cette nouvelle fermeture de frontières, est-ce que nous n'allons pas assister à de nouvelles tensions dans la sous-région des Grands Lacs les jours à venir? Alors, la certitude, c'est que le Rwanda est devenu une superpuissance de cette région. Ça, on ne pourra plus le nier. Et la force du Rwanda, elle est économique, elle est militaire, elle est stratégique aussi. Donc, ce n'est plus une force à négliger, malgré que sa superficie soit aussi petite, malgré que ce soit un tout petit pays. Il est certain aujourd'hui que le Rwanda rivalise en tout cas avec les grandes puissances, je vais dire, de la région et tutoie littéralement les puissances de cette région à l'instar du grand RDC. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner qui est très important. La deuxième chose, je pense que pour l'avenir, bien entendu, pour aller vers un apaisement de la situation, il est très important que toutes les parties se réunissent et en fonction des priorités et des objectifs de chacun, eh bien, qu'on puisse définir une ligne droite pour que chacun puisse rester dans son couloir. Mais cette piste est difficile à explorer dans Pourquoi? la mesure où, quand vous prenez les intérêts rwandais, puisqu'on dit dans le jeu des États, il s'agit en réalité que du jeu des intérêts. Quand vous prenez les intérêts du Rwanda,
eh bien, ces intérêts se trouvent au Burundi, ces intérêts se trouvent En en RDC. RDC et surtout dans ces régions qui sont riches en ressources minières, en ressources pétrolières et bien d'autres. Donc, c'est là où se situent les intérêts des Rwandais. Bah, ces intérêts qui ne sont pas forcément sur le territoire rwandais. Donc, ça veut dire qu'ils Oui. cherchent à aller puiser de l'autre côté. Oui, c'est un peu ça le drame de l'histoire, c'est-à-dire on a eu une RDC qui n'a jamais connu une période de paix ou de stabilité, dont ses voisins, même le Burundi, hein, ont Ouais. profité pendant cette longue période d'instabilité de la RDC. Ils ont profité des ressources, ils ont profité de la richesse, hein, je vais dire, de la RDC. Alors, quand la RDC s'est réveillée, il était un peu tard pour faire le recyclage, c'est-à-dire balayer tout le monde dehors d'un seul coup, c'est difficile à faire. Et ça peut se comprendre. Donc, le jeu des intérêts oblige parfois même ceux qui sont persécutés de tendre la main, de chercher à négocier, même si je disais tantôt que la tentative de négociation avec le Rwanda n'a jamais abouti, justement à cause du jeu des intérêts. La question est de savoir comment trouver le juste milieu pour que tout le monde en sorte gagnant. Et c'est vraiment là La véritable question. Exactement. Voilà. Et le dernier élément, c'est par rapport, bien entendu, au Burundi. Le Burundi n'a pas forcément les mêmes réalités historiques que la RDC ou les mêmes relations historiques qu'entretenait la RDC avec le Rwanda. Donc, je trouve que c'est des cas séparés. Que reproche le régime burundais à Kagame, c'est surtout sa posture de l'homme qui veut Qui veut s'accaparer de tout. Pas s'accaparer, mais qui veut être une menace directe même parfois pour les régimes au pouvoir. D'accord. Et dans cette posture, vous allez voir, ça va être compliqué pour le régime du président en place de faire désormais confiance à Paul Kagame, dans la mesure où il y a sur le territoire burundais des rebelles qui revendiquent le pouvoir ou qui pourraient d'un jour à l'autre renverser le pouvoir. Et ces derniers sont soutenus, même si ce n'est pas encore officiel, ils sont tout de même soutenus par une force externe. D'accord. Et suivez mon regard, cette force externe pourrait se trouver où serait en Kigali. Et là, ça pose un véritable problème qui aura du mal à se décanter dans la durée. Les frontières sont fermées, c'est pas nouveau, c'était déjà fermé il y a quelques années. Il y a eu un début d'ouverture, mais là, juste après quelques mois, et vous allez chuter par là. Et je termine là-dessus en disant, ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la sous-région. Parce que si vous avez en chaîne de faïence et le Burundi et la RDC, l'explosion n'est pas loin. Et ce seraient les autres qui pourraient subir, surtout les populations qui pourraient subir les conséquences de ces affres. Justement, parlant d'explosion, nous allons du côté du Moyen-Orient. Là, nous allons parler de la guerre Israël-Hamas. Guerre Israël-Hamas, quelle place pour les Arabes israéliens? Commencé le 7 octobre, la guerre entre l'État hébreu et le groupe Hamas embrase tout sur son passage. Les Israéliens arabes, pour ne pas dire les Palestiniens qui vivent en arabe et qui ont la nationalité israélienne, c'est vrai que cela représente déjà 20% de la population en Israël. Et c'est vrai que depuis que la guerre là a commencé, beaucoup n'en ont pas encore parlé. Et d'ailleurs, c'est très bien de voir que les gens en parlent maintenant. Toutefois, il faut remarquer que ceux-ci pourraient avoir deux postures. La première serait directement celle émotive qui envoie au fait que ils se reconnaissent donc en tant que Palestiniens et qu'ils estiment que ce que le gouvernement en place en Israël est en train de faire à la bande de Gaza n'est pas quelque chose d'acceptable pour ceux-là. Ou encore il y a d'autres qui peut-être avec le temps se reconnaissent mieux Israéliens que Palestiniens, donc acceptent peut-être la dynamique que le gouvernement en place israélien est en train de mener actuellement en Gaza. La question qu'il faudrait se poser ici, c'est de savoir quel est réellement qu'est-ce qu'on pourrait ou qu'est-ce que ces Palestiniens qui vivent en Israël peuvent réellement faire et qui aurait un impact afin que, ne serait-ce que, on assiste à une accalmie d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ces gens-là représentent
ont une certaine représentativité, au niveau peut-être de l'appareil étatique en Israël. Là. Comme ça, on pourrait éventuellement espérer un certain impact de leur communauté dans ce qui se passe exactement dans la bande de Gaza. Alors, je me retourne vers vous, Hamzat. Comment est-ce que vous, en tant qu'expert en relations internationales, vous analysez ce silence de cette population arabe israélienne qui constitue quand même, comme l'a dit tout à l'heure Charlone, 20%? Alors, moi, je ne sais pas les choses. Déjà, la citoyenneté n'a pas la même connotation que l'ethnie, encore moins que la religion, par exemple, qui sont des sujets, je vais dire, différents de la notion de la citoyenneté ou du droit du sol. Alors, 1948, l'État d'Israël créé en grande pompe par l'ONU sur un territoire qui n'était pas... Vous n'allez pas nous refaire l'histoire quand même. Je ne refais pas l'histoire. Si vous êtes en train de nous refaire l'histoire... Il est très important que les téléspectateurs comprennent. Oui, avec vous, chaque fois, vous nous ramenez toujours en arrière. Mais là, moi, j'ai posé ma question. On restera focus sur l'émission. Donc, allez, ne nous ramenez pas en arrière pour refaire l'histoire, s'il vous plaît. Mais pour les téléspectateurs, j'allais dire, il est très important qu'ils comprennent la notion de citoyenneté qui a été imposée à des personnes qui se trouvaient dans une contrée précise, et ils se sont d'une certaine façon, enfin, on leur a imposé cette citoyenneté parce que c'est des gens qui doivent travailler, qui sont à un point A et qui ne peuvent plus aller à un point O puisqu'ils vivent... Je suis d'accord, on leur a imposé ça, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez leur silence? Exactement, je vais y arriver, oui. Justement. Ne me ramenez pas en arrière parce que vous voulez refaire l'histoire. Eu égard donc à cette citoyenneté, ce n'est pas des Juifs en griffes, c'est juste des Israéliens. Ils ont une citoyenneté israélienne. C'est comme si si vous enfantez les prochains mois en Israël, alors c'est un peu similaire, c'est le droit du sol qui s'applique à ces gens-là. Alors, on sépare cela du fait qu'ils soient musulmans et palestiniens, dans la mesure où, étant citoyen israélien, ils pourraient s'attirer l'opprobre des juifs, de leurs amis juifs ou des politiques juifs qui sont présents ou des autorités israéliennes qui sont sur place. Ils pourraient s'attirer les opprobres. Et je pense que toute personne qui vise la sécurité et de sa famille et de son travail ne peut pas se mettre lui-même en danger en revendiquant le soutien aujourd'hui à la Palestine ou au Hamas dans la bande de Gaza. Ce serait d'une certaine façon se mettre tout seul en danger. Et je pense que, eu égard à cela, ce silence se comprend et peut s'expliquer. Justifié selon vous. En revanche, ce qui ne s'explique pas, bien entendu, c'est cette omerta qui continue de grandir autour de la question des Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, qui fait en sorte que l'État d'Israël continue de s'attribuer des pouvoirs dignes d'un Dieu qui décide du sort de tout le monde. Et ça, c'est dramatique parce que quand on observe la situation et dans la bande de Gaza et la situation des Palestiniens en Cisjordanie, opposé au silence surtout de la communauté internationale qui, d'une certaine façon, dit c'est pas bien de bombarder, c'est pas bien de coloniser, mais ils ne font rien en face. C'est quand même dramatique. Et je finis là-dessus en disant la question des Arabes en Israël, c'est une question qui restera incompréhensible dans la mesure où c'est des gens qui aspirent à la fois à la sécurité, mais en même temps à la liberté. Et quand vous opposez ces deux notions, c'est difficile de trouver un juste milieu. Je vais revenir vers vous. Mais là, je me retourne vers Charlone. Alors, dites-nous un peu, vous qui êtes consultant en relations internationales, en géopolitique, quel est le regard que, selon vous, les Juifs israéliens, ont envers ces Arabes israéliens? Alors, par rapport à cette question, je pense qu'on pourrait faire une petite nuance encore une fois, parce que ici, on parle d'un conflit qui a commencé déjà plusieurs années déjà. Bien avant que nous tous ici sur ce plateau.
Venu au monde. Il a voulu refaire l'histoire. Oui, je n'ai pas essayé de la refaire, mais juste que je rappelle ce contexte-là. Donc, par rapport à en tenant compte de ce contexte, on peut voir que quand tout en fait dépendra, je pense, de ce que pense un habitant d'un autre. Donc quand on mettra sur la table des vertus comme la tolérance et autres, on pourrait assister à même s'ils sont israéliens juifs, à une tolérance des Israéliens arabes. Et comme dans un autre côté, on pourrait assister à tous ceux qui ont accepté, qui ont épousé ce qu'on leur a dit depuis des années, depuis que ce conflit a commencé, et qui pourraient justifier leur comportement vis-à-vis des Arabes israéliens par l'acceptation de tout ce qui se passe aujourd'hui, par le fait que le gouvernement Netanyahou fait bien de continuer dans sa dynamique. Donc, je pense qu'à cette question, tout dépendra vraiment des uns des autres et que c'est chacun qui, malheureusement, décide de ce qu'il voudra penser De l'autre. de l'autre. Oui. Alors, la dernière question, c'est une question à deux volets. Face à cette situation, ces Israéliens arabes, selon vous, se sentent-ils arabes ou alors se sentent-ils israéliens? Et enfin, le dernier volet, qui pourra véritablement mettre fin à ce conflit? Qui, du Hamas ou d'Israël, pourra véritablement mettre fin à ce nouveau conflit qui a commencé depuis le 7? Ils se sentent citoyens, tout court. Je pense que quand vous leur posez la question, c'est ce qu'ils répondent. Citoyens du monde avant tout et citoyens de circonstances parce que... Pourquoi de circonstances? Bien sûr, je voulais refaire l'histoire. Mais enfin, bah non, vous n'allez pas refaire l'histoire. Mais voilà, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous n'avez pas d'autre choix qu'un seul choix à faire, eh bien, il est difficile après de pouvoir faire le point. Et c'est la situation aujourd'hui de ces Arabes israéliens qui ont de la famille, que ce soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie ou à Ramallah, au nord. Donc, c'est des choses qui arrivent, qui sont arrivées aussi par rapport à l'histoire. C'est un peu comme l'histoire des deux Corées qui, après ou pendant la guerre froide, se sont séparées en s'étant mortellement affrontées. Vous allez voir des personnes qui ont de la famille en Corée du Sud, bien qu'étant natifs de la Corée du Nord et vice-versa. Et ça s'est aussi passé quand il y avait le mur en Europe. Le mur de Berlin. Exactement, le mur de Berlin. Donc vous allez voir, même au sein de la ville de Berlin, des familles qui avaient des personnes ou des amis proches dont ils ne pouvaient pas se rapprocher à cause de ce mur, justement. Donc je pense que c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire. Mais la certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que ça va être difficile de retourner en arrière. D'où la solution à deux États. Et je rebondis sur votre deuxième question. La solution à deux États, on l'évoque depuis plusieurs années, mais personne ne veut s'y avancer de façon sincère. Parce que quand j'évoque cette question, j'évoque la sincérité au niveau du dialogue politique, j'évoque la sincérité au niveau des différentes personnes impliquées dans ce processus de paix qui pourrait aboutir à la solution à deux États. Je ne vois pas d'autre piste de sortie que la solution à deux États. Et dans la perspective d'un État d'Israël, et surtout d'un gouvernement auquel je ne jette pas du tout des roses, comme le faisait tout à l'heure. Au contraire, nous aurait étonné. Bien sûr, parce qu'il s'agit d'un régime qui est décrit même à l'intérieur. Quand vous évoquez le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est un gouvernement suicidaire qui est décrit même par les proches de Benjamin Netanyahou. Donc, c'est comprendre d'une certaine façon que c'est aller en guerre contre nature et c'est choisir ne pas trouver de solution. Et la solution de la guerre, ça n'a jamais abouti à une sortie de crise valable ou qui peut s'inscrire dans la durée. D'accord. Donc, la solution à deux États, mais pas de véritables acteurs impliqués. La solution de Netanyahou est à rayer pour moi dans le moyen terme
et même dans le court terme. C'est-à-dire, si on veut aboutir à une véritable solution de cette crise, à une véritable sortie de la crise, il faut rayer, et peut-être de façon définitive, Netanyahou de l'équation. De l'équation. D'accord. Oui, très rapidement. Et je finis rapidement là-dessus. On ne parle pas aussi assez du côté palestinien, c'est-à-dire les acteurs politiques palestiniens. Alors le Hamas a été mis en lumière, la branche armée du Hamas a été mise en lumière le 7 octobre pour ces exactions que je condamne bien évidemment. Mais le Hamas aussi a une branche politique qui est saine, je vais dire, en matière de mesures, en matière de propositions, de solutions qui n'ont jamais été écoutées. Prise en compte. Et dernièrement, bien entendu, je vais évoquer l'autorité palestinienne. Non, je vais pas vous laisser évoquer. Je vais permettre à Charlotte de renchérir et puis nous allons sortir de ce sujet. Parce qu'il y a... Non, Hamzat, merci. Non, Hamzat. Donc, je voulais rebondir rapidement par rapport au fait que mon confrère a dit tout à l'heure que j'étais en train de jeter des fleurs au gouvernement Netanyahou, ce qui n'est pas du tout la vérité. Peut-être des ronces. Parce que ou des épines. Il faut se rendre compte que bien qu'un gouvernement soit mauvais, ne serait-ce que pour une majorité, il y a quand même une minorité qui épouse ce que dit ce gouvernement-là. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté et dire tout simplement, et analyser tout simplement en prenant juste un pan de la situation. Mais j'essayais juste de relever que, effectivement, il y en a, ne serait-ce que même s'il serait une minorité. Même si c'est 2% qui approuvent cette politique-là. Qui importent. Voilà, c'est des choses qui importent. Alors, parlons des choses qui importent, nous allons savoir l'escale de cet après-midi qui nous conduit du côté de l'Union européenne. Nous sommes partis de la Méditerranée vers la Méditerranée. Alors, au niveau de l'Union européenne, l'immigration, une chance pour l'Europe, dixit Nicolas Schmit, le commissaire européen à l'emploi. Alors, lorsqu'il avance de tels propos. C'est rien de nouveau, je l'ai toujours dit, vous vous rappelez sur vos plateaux. L'immigration est une chance pour l'Europe, je l'ai toujours dit. Et c'est heureux de constater que certains dirigeants européens reconnaissent que l'immigration... C'est un dirigeant socialiste, c'est normal. Alors, c'est normal, mais ceux qui sont à droite ne diront pas autant, parce que le discours au sein de l'Europe, même de ceux qui sont à droite, n'est pas pareil quand ils sont à l'intérieur, quand ils font leur politique à l'interne. Quand vous prenez, je donne un exemple simple, quand vous prenez le Rassemblement national, sur l'échiquier européen, ils votent des lois pro-européen. Donc, c'est pour dire le décalage entre ce qui se dit à l'intérieur, c'est-à-dire non à l'immigration, etc. Au niveau régional, au niveau européen, eh bien, c'est atténué et on comprend, enfin, je ne sais pas s'ils font semblant, mais au niveau européen, ils comprennent en tout cas les enjeux et c'est heureux de voir qu'il y a des dirigeants à ce niveau qui reconnaissent que Frontex, par exemple, pourrait être mieux géré. Parce que Frontex, c'est une dynamique qui ne comprend pas les réalités et les enjeux. Ça, on doit se le dire. L'immigration, c'est qu'une conséquence, on doit le dire, surtout l'immigration illégale, c'est qu'une conséquence d'une certaine politique en Afrique ou ailleurs, qui occasionne des départs massifs des gens qui fuient la misère, qui fuient la pauvreté, et surtout des gens qui sont confrontés aux disparités sociales. Je le dis surtout, c'est surtout les disparités sociales et économiques qui créent ces immigrations. Quand vous prenez le PIB d'un Malawite et que vous comparez au PIB d'un Suédois, le gouffre est énorme. Et dans ces conditions de mondialisation qu'on véhicule, qu'on veut mettre en avant, comment voulez-vous que les gens s'en sortent, ils restent chez eux? Alors, il faut aller ailleurs pour essayer de compenser. Alors, vous allez peut-être sourire, mais de façon simple, c'est de cette façon qu'on peut résumer la chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à l'immigration, il y a une forme d'immigration que j'appelle l'immigration intelligente. C'est-à-dire, ce n'est pas en renvoyant tous les immigrés chez eux que vous réglez le problème de l'immigration. Non, il faudrait plus voir ce que ces gens pourraient vous apporter. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec les chiffres à l'appui, on sait que l'immigration ne coûte pas plus cher qu'aux Européens. Et ça, c'est les chiffres qui le disent, ce n'est pas moi. Mais oui, c'est pas vous. Mais alors, peut-être qu'elle nous le dira. Lorsque
ce haut placé du Parlement européen sort de tels propos. Alors dites-nous un peu, vous qui êtes consultant géopolitique, est-ce que c'est des propos de campagne ou alors c'est une réalité quand nous savons que dans pas longtemps, hein, les Européens iront aux urnes? Cette question pourrait avoir deux volets, même si je pense que je me pencherais beaucoup plus sur le côté où l'immigration est une réalité auquel doivent faire face tous les États et auquel fait face des États européens notamment. Et l'immigration, c'est une question qui est en vogue actuellement dans presque tous les pays d'Europe. Et on a assisté tout récemment à une loi d'immigration en France qui a beaucoup fait jaser, hein? Oui, qui a donné beaucoup de polémiques, qui a fait suite à beaucoup de polémiques. Donc, cette question de l'immigration, l'affirmation de Nicolas Smith n'est pas félicitée, mais on doit reconnaître qu'il a effectivement fait un effort de reconnaissance également, parce que l'immigration est vraiment quelque chose de très important. C'est pas des propos de campagne, hein? Ça pourrait l'être, mais c'est d'abord une réalité. Et ensuite, il faudrait rappeler il est commissaire de l'Union européenne, de l'emploi et des droits sociaux. Donc, celui-ci vise directement l'économie européenne. Et l'immigration, effectivement, permet d'une manière ou d'une autre une hausse de l'économie, parce que ceux qui viendront dans les pays européens, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, ils pourront effectivement travailler. Et ce qui dit travail, il parle d'ossement de l'économie. Ensuite, on pourrait assister au fait que les habitants pourraient avoir une hausse également au niveau du pouvoir d'achat. Donc, les habitants pourront subvenir à leurs besoins un peu plus facilement. Et au niveau du côté social, on pourrait assister donc à une tolérance des diversités présentes dans les différents pays. Et je tiens à rappeler que le commissaire a souligné qu'il faudrait démoraliser cette situation-là. Donc, il renvoie au fait qu'il y a beaucoup de représentants même au sein de l'Union européenne. Quand ils parlent du sujet de l'immigration, on se rend compte que pour eux, c'est plus une crise identitaire qu'autre chose. Mais il faudrait rappeler que, suivant les statistiques, même en France, l'immigration ne représente que voire 5%. Et la France est bien loin de beaucoup d'autres pays, que ce soit l'Italie ou encore l'Espagne. Donc, il faudrait vraiment prendre la chose comme elle vient, mais parce qu'elle est plutôt une réalité favorable pour les pays et non quelque chose qui empêche l'autochtone de pouvoir jouir effectivement de ses droits. Alors, pour sortir de cette escale européenne cet après-midi, dites-nous un peu, Hamzat, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu l'Europe, quelle est la dimension réelle de l'Europe aujourd'hui? Est-ce que c'est une dimension versée vers le nationalisme ou alors c'est une dimension versée vers le socialisme? C'est une question difficile, hein, dans la mesure où je ne pourrais ni vous dire oui, ni vous dire non, mais la tendance est en train de s'accentuer vers le rejet de l'autre. Vous savez, dans l'histoire, c'est souvent le rejet et la peur qui sont la base du changement de la perception et des peuples et des gouvernements vis-à-vis des autres. Quand on se dit le problème, c'est les autres, il y a un véritable problème alors en ce moment. Et quand vous prenez les États de l'Europe de l'Est, la tendance est très ancrée vers le nationalisme. C'est des gouvernements vraiment axés vers la droite, à l'instar de la Hongrie, de Viktor Orban et bien d'autres. De la Pologne aussi récemment. De la Pologne également. Donc l'Est est vraiment ancré. La Serbie n'est pas en reste. Hein? L'Est, eu égard surtout à son histoire, a souvent été ancré vers cette politique de nationalisme vraiment pur et dur. C'est leur histoire. Heureusement, il y a eu l'effondrement du mur de Berlin qui, d'une certaine façon, a apporté l'ouverture au sein de ces pays de l'Est qui ont épousé la notion justement de l'Europe unie. Et ça, on peut constater même au sein de cette Europe deux pôles. Il y a un pôle qui est vers l'ouverture
avec en tête l'Allemagne, par exemple, qui prône l'ouverture, qui prône la diversité et qui prône, je vais dire, le multisocial. Et ça, c'est à l'actif de l'Allemagne et de l'ex, enfin, je dis ex parce que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut marquer. Mais j'insiste là-dessus, c'est la notion de la peur aujourd'hui qui fait en sorte que les Européens balancent vraiment vers le populisme, vers les partis nationalistes. Et ça pourrait nous ramener en arrière, surtout dans la période située entre les deux guerres, c'est-à-dire entre 1918 et... La 14-18 et la 39-45? Non, entre les deux guerres, c'est-à-dire entre 1918 et 1939. Donc, c'était une période de peur, une période d'instabilité, où on avait peur de tout le monde. C'est un peu cette période qui est en train de revenir. Et j'espère surtout que les politiques ne vont pas verser dans la politique politicienne qui veut satisfaire coûte que coûte ce qui se dit dans les médias, parce que ce qui se dit dans les médias, ce n'est pas forcément ce qui est vrai, qui veulent satisfaire une certaine minorité qui a de la voix dans les médias. Et ça pourrait être dramatique pour l'avenir. Ce que j'entrevois également, c'est que au sein de l'Europe, surtout lié, je finis là-dessus, surtout lié au traitement de la crise migratoire, la crise en Ukraine a montré d'une certaine façon qu'il y avait une politique de deux poids, deux mesures. Quand vous voyez comment on accueillait les Ukrainiens, des immigrés ukrainiens, des réfugiés de guerre, si vous voulez, en Europe. À bras ouverts. Hein. À bras ouverts en plus, avec parfois une création d'un climat, je vais dire... un climat de droit qui puisse faire en sorte que ce soit légitime, qu'ils se sentent chez eux. C'est un peu, ça contraste vraiment avec les autres immigrés. D'accord. Et ça pose un véritable problème, c'est-à-dire le problème de la race. Est-ce que malgré les discours léonins sur la liberté d'expression, sur les droits de l'homme, est-ce que l'Europe finalement n'est pas bloquée face à ses propres fantômes? D'où la question de la race qui revient sans cesse. Et il va falloir en parler. Merci. Nous allons du côté de l'Équateur. Merci. On t'aura compris, Hamzat. Parce que quand il s'agit des migrations, quand il s'agit d'Israël, cher inspecteur, vous le constatez avec moi, il est hors de lui. Alors, nous allons du côté de l'Amérique latine. Et là, nous allons en Équateur. En état de guerre, le président revoit la stratégie sécuritaire. Vous avez la parole, vous la gardez très rapidement. La guerre des narcos met le pays à feu et à sang. Oui, je pense que cette décision était vraiment dure à prendre parce que quand vous êtes dans un État qui est gangréné, je vais dire, par le trafic des stupes, le trafic de la drogue et qui, d'une certaine façon, grâce à ces barons, alimente le jeu politique, eh bien, c'est difficile de prendre des mesures rigoristes contre eux. Alors, au début, je pense que beaucoup d'analystes partageaient les mêmes opinions que moi. Je me disais, il n'irait pas aussi loin, à l'instar du président du Salvador. Mais il a fait. Enfin, il est en train de le faire. Mais je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, parce que c'est un milieu qui est vraiment gangréné par ces barons de la drogue qui ont des tentacules un peu partout. Et dans la politique, et au niveau social, et au niveau économique, et bien d'autres milieux qui n'apparaissent pas enfin, sur la face visible de l'iceberg. Donc, je trouve que c'est osé. J'espère qu'il a les moyens d'aller jusqu'au bout parce que c'est très dur, c'est très drastique. Et je suis en tout cas sceptique par rapport à la finalité. Vous êtes sceptique, hein, comme vous le dites. Alors, comment comprendre que cette guerre de narcos, aucun pays de l'Amérique latine n'est épargné? Alors, nous savons que cette question est justement beaucoup liée à l'Amérique latine et qu'on assiste énormément à beaucoup de violences, que ce soit des groupes narcotrafiquants ou encore eux avec des alliances, avec des personnalités politiques de part et d'autre. Donc, on pourrait comprendre pourquoi il y a effectivement une certaine mainmise de ces gens-là dans les pays latino-américains. Ensuite, en ce qui concerne l'Équateur, on parle ici de la ville du Quito.
qui est effectivement où on remarque une forte présence des narcotrafiquants. Mais comme Même dans les prisons, ils prennent vraiment l'ascendant sur tout le personnel. Donc, la politique actuelle qui est de renforcer au niveau des prisons, il y en a eu, ils ont dit qu'ils vont acheter, enfin, qu'ils vont construire des locaux 3 fois plus blindés et il n'y aura pas forcément d'accès lorsqu'on a un téléphone au sein de la prison, qu'il y aura des assistants, des pénitentiaires qui auront des cagoules qu'on ne verra pas. Alors tout ça semble vraiment bon en tant que politique, mais aujourd'hui, il faut rappeler quand même que cette politique se fera dans 8 mois. Donc, dans les 8 mois qui vont beaucoup de choses peuvent arriver. Hein? Qu'est-ce qui pourra réellement se passer? Est-ce qu'il pourra vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire? Et la question de l'insécurité au niveau de l'Amérique latine est très, très importante et il faudrait vraiment s'y pencher. Alors, il y a le président équatorien qui a décidé qu'il va renvoyer les prisonniers étrangers chez eux. Et parmi ces prisonniers, on dénote quand même 1500 Colombiens, ce qui n'est pas rien. Il a même promis envisager les déposer au niveau de la frontière. Oui, je crois que c'est les Colombiens qui sont la gangrène dans la maison. Donc, c'est des choses qu'on peut comprendre. L'Amérique latine et le trafic de la drogue, des stupes, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Le Mexique, la Colombie, le Nicaragua, le Chili, et j'en passe. Donc, c'est comprendre en réalité que si le président veut véritablement gagner cette bataille, qui pour moi était presque perdue en tout cas, s'il veut vraiment gagner cette bataille, il doit surtout cibler les acteurs externes qui sont concernés. Parce que si vous gérez un État et qu'il y a des acteurs externes, comme on en a parlé dans le cas du Burundi ou de la RDC, si vous avez des acteurs externes qui ont des mains et des tentacules au sein d'un appareil interne, exactement, ça pourrait être désastreux, non seulement pour votre gouvernement, mais aussi pour votre État. C'est déjà le cas, parce que vous avez un État qui croule, je vais dire, sous ces narcotrafiquants qui font un peu ce qu'ils veulent. Et même dans les prisons, voyez-vous, même au sein des prisons qui sont dites sécurisées, eh bien, le contrôle n'existe pas. Donc, c'est une très bonne mesure de les expulser. Je dirais même d'aller plus loin, d'appliquer peut-être des sentences plus fortes et plus dures à l'égard de ces narcotrafiquants. La deuxième chose, je finis là-dessus, c'est que ça ne suffira pas, parce qu'il faut qu'ils puissent mettre en place une véritable stratégie. J'ai un peu l'impression qu'il a pris une décision à la volée, à la hâte, et il ne pouvait plus revenir en arrière, donc il devait foncer, quitte à faire sortir les militaires hors des casernes pour assurer la défense, vu que les policiers et gendarmes sont débordés. Donc, il faudrait qu'ils mettent véritablement en place une stratégie sur le long terme, parce qu'un jour ou l'autre, il va partir. Et s'il part dans sa continuité, vu que le système est tellement gangrené, est-ce que ses successeurs pourront avoir les coups des franges pour que la lutte puisse se perpétuer? Ou, et ça c'est l'autre schéma, est-ce qu'on ne va pas droit vers un État qui va mettre en place une dictature? Parce que toutes les raisons sont bonnes pour installer la dictature. Aujourd'hui, c'est le combat contre la drogue qui va peut-être l'obliger à rester au pouvoir. Et la suite nous dira bien si la population sera d'accord. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 15 janvier 2024 où j'ai reçu pour vous Charlène Tcheyongwu. Elle est consultante en géopolitique et Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. D'ici là, prenez soin de vous. Retrouvons-nous le lundi prochain.